Bonsoir, je suis Laure, je travaille à la BFM, plus précisément au pôle Limousin et Patrimoine. Et c'est à ce titre ce soir que je vous accueille tous pour cette soirée. Donc cette causerie, soirée débat, causerie occitane. Je ne suis pas occitanophone, voilà, mais je prends plaisir à écouter et à travailler autour de cette langue, enfin travailler, en tout cas en entendre parler. Voilà, je ne vais pas parler longtemps. À la BFM, on a surtout un très bon occitanophone qui est Baptiste Chrétien, que vous avez ici, et qui est en fait la référence absolue chez nous. Voilà. Et c'est pour ça que Jean Doméo, qui m'a proposé cette soirée, l'a associé à l'ensemble des participants, dont je ne prononcerai pas le nom en occitan, parce que ce n'est pas la peine. Je fais aussi ma promo tant que j'y suis. Donc, il n'y a pas de raison. Je m'occupe aussi à la bibliothèque d'un fonds... de la Bibliothèque numérique du Limousin. La Bibliothèque numérique du Limousin, c'est des documents qui sont libres de droit, des documents rares, précieux, insolites, qui sont numérisés et mis en ligne sur une bibliothèque et vous pouvez les consulter, les télécharger. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il y a notamment pas mal de documents de littérature occitane et des dictionnaires. J'ai pris un grand plaisir à numériser et lire ces dictionnaires. C'est comme ça que je suis rentrée dans la langue au départ. Et j'ai vu la créativité, l'inventivité, l'humour de cette langue. Donc, je laisse ce petit flyers sur la table où est... Ouais, hein? Allez. Un papillou. Allez, merci. Sur la table, là où se trouvent tous les livres, et vous vous demanderez à Magali. J'ai apporté également, cadeau, un signet. Alors, j'ai pris le petit limousin, le loup petit limousin, c'est ça? Merci, voilà. Il y en a d'autres, vous irez faire votre choix. Sachez qu'au pôle Limousin et Patrimoine, tous les mois, nous éditons 50 signés, ce sont devenus des collectors, et vous, avec une illustration différente chaque mois, et vous pouvez venir les retirer chez nous, ce sera l'occasion de discuter ensemble. Dernière chose, et après j'arrête. Le 19 novembre prochain, c'est l'occasion de venir voir le très très beau fonds que nous avons acquis de Jean-Marc Siméonin. Et vous pourrez voir une présentation de son œuvre, de sa très belle œuvre, en présence de l'artiste et en présence, bien sûr, de Baptiste Chrétien, ici présent. Voilà, c'est un samedi, le 19 novembre, à 15h. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la BFM ou si vous passez dans les parages. Voilà, je me tais et je vous laisse. Bonne soirée. Occitane. C'est vrai qu'à une époque, elle ne pouvait être que d'expression occitane. Pour fixer un peu les idées qui ont peut-être besoin d'être fixées. Si vous savez tout, on pourrait s'en passer, mais peut-être que je vais le faire quand même. Allez. On va essayer d'aller très vite parce qu'il faudrait quand même faire travailler ces gens-là qui sont venus parfois de loin. Mais... De Berlin pour ça. Viens à Berlin. Non. Bon, alors la littérature, il faut que je me mette derrière le micro parce que c'est enregistré. La littérature limousine occitanophone, ça commence au Moyen-Âge, à l'époque des troubadours. Les troubadours, c'est en gros, pour ce qui est du Limousin, le XIIe siècle. Il y en a une vingtaine pour le Limousin, donc des gens très importants, comme quand on parle d'Arnaud Daniel, Arnaud de Marueil, Bernard de Ventadour, Gaussen Feydit, Zirau de Bourneil, etc., Guy Dussel, enfin bon, toute une pléiade, Bertrand de Bois, tous ces gens-là sont de première importance. Et ça a été le grand moment culturel du Limousin, non seulement pour la langue et la littérature, pour ces poètes et musiciens qui étaient les troubadours, puisqu'ils étaient les deux, à la fois Troubavan, Loumou et Louchou. C'était ça la définition du troubadour.
Donc une pléiade dans la première, la deuxième et la troisième génération. Ça a duré un siècle et à peu près l'histoire des troubadours, et ils ont tout inventé en chansons, à peu près tout. C'est-à-dire que depuis, tout homme qui fait des chansons, il se glisse dans tout ce qu'on a trouvé à l'époque. Et d'ailleurs, un siècle plus tard, les Laits d'amour, qui est une espèce de traité de grammaire et de poétique, a analysé tout ça, et c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en chanson, la manière de mêler les paroles au son, on ne peut plus rien faire depuis, puisqu'ils ont inventé tous les genres, et tous les contre-genres, toutes les parodies, c'est-à-dire qu'on a, et même la destruction de la chanson, le deathcore, qui est que chaque couplet ne soit pas identique, que les couplets ne soient pas identiques entre eux, ce qui est la destruction de la chanson, puisqu'une chanson, ce sont des couplets qui relient. Alors, cette civilisation des troubadours, elle se termine à la fin du début du XIIIe siècle. Et là, il va y avoir, bien sûr, la langue continue à être la langue parlée par tout le monde. Et puis, littérairalement, elle peut survivre à l'époque. Enfin, elle va cesser d'être avec une telle importance, une telle excellence. Elle va continuer à vivre par l'écrit, surtout comme langue administrative, hein, jusqu'au début du XVe siècle. Tous les actes en Occitanie se font dans cette langue. C'est le cas, par exemple, des registres consulaires de Brive, de Limoges ou de Périgueux pour notre région. C'est le cas de tout ce qui est administratif, de tout ce qui concerne même les abbayes et tout ça. Tout ce qui est règlement se fait dans cette langue. Les actes notariés se font dans cette langue. Et puis, il y a eu cette colonisation, c'est-à-dire que petit à petit, l'Occitanie a été sous la coupe, enfin, une grande partie de l'Occitanie a été sous la coupe des rois de France, et tous les phénomènes de colonisation sont les mêmes. Petit à petit, les notables, les gens du pouvoir local vont passer à l'ennemi, vont passer au pouvoir central, notamment par la langue. Ce qui fait que quand en 1539, François Ier interdit toute autre langue que le français pour dresser quelque acte public que ce soit, le travail est déjà fait. C'est-à-dire quand on regarde les registres consulaires de Limoges, ils sont déjà passés au français depuis quelque temps. On sait bien que c'est comme ça que ça se passe. Quand un pays est colonisé, ce sont ce qu'on appelle les élites. Pour moi, ça ne peut pas être des élites, ce sont des renégats, mais ce sont les gens de pouvoir qui passent les premiers pour être bien vus du pouvoir central, donc qui trahissent. Et c'est le peuple, bien sûr, qui garde le plus longtemps sa culture, qui résiste le plus. C'est bien ce qui s'est passé pour notre langue. Alors après, c'est vrai qu'entre cette période du XVe siècle et le XVIIIe, on va dire, il nous manquait à nous Limousins une étape, l'étape baroque qu'avait bien connue par exemple la Gascogne et la Provence, où là pour la première fois même des gens ont eu une espèce de militantisme linguistique, ont affirmé la primauté de leur langue sur le latin et sur le français. Ça a été un mouvement assez important en Gascogne et en Provence. Et alors là, il nous manquait ce chaînon un peu. C'est vrai que quand on regarde l'architecture, quand on regarde il y a eu une musique baroque en Languedoc, etc., en Limousin, c'est vrai qu'après le siècle roman. Et puis, grâce à Christian Bonnet, alors je lui coupe l'herbe sous le pied parce qu'il risquerait de nous bassiner avec ça plus tard, parce qu'il est bavard et passionné. C'est grâce à lui qu'on a retrouvé tout ce qui nous manquait, c'est-à-dire des pastourelles. Il a travaillé sur 3 auteurs, notamment sur Grégoire Maillot, sur le Sieur de la Feuillade de Confolens, et puis sur François Rampenou de Chabanais, qui ont fait œuvre à cette époque-là, au XVIIe siècle. Voilà. Il y a eu aussi Mathieu Morel, il y a eu Bertrand de la Tour qui ont fait des poèmes, des Noëls à cette époque-là. Donc ce siècle commence, il y a une espèce de première renaissance, si on peut dire, littéraire. Ça va continuer au XVIIIe, avec notamment l'abbé Roby qui fait le Virgile et Limousin. C'est une espèce de traduction de l'Énéide en vers burlesque. Ça s'est fait beaucoup à cette époque-là. Il n'a pas été tout seul, mais il l'a fait en Limousin. Oui, je ne reste pas derrière mon micro, ça ne sera pas enregistré. Mais je gueule assez sans doute pour que ça passe.
Et puis, juste avant la Révolution et pendant la Révolution, il y a vraiment une littérature importante, surtout de chansons, de poèmes, etc., mais de chansons. On sait bien que la Révolution, c'est la période où les chansons fleurissent. Alors, il y a déjà, c'était avant la Révolution, il y a eu l'abbé Richard qui avait commencé son œuvre, qui a été un prêtre réfractaire, donc qui a passé pas mal d'années en prison, et qui a continué à faire œuvre, c'est considérable. Il a aussi fait des fables, il a aussi fait un long poème en prose qui s'appelle Le Rumivaz des Lyonnais, où il raconte la venue d'un paysan d'Aix-sur-Vienne à Limoges le jour pour la fête de Saint-Martial, et alors c'est assez intéressant. Mais c'est une langue qui n'a pas conscience d'elle-même. À cette époque-là, les gens n'ont pas conscience d'une langue, ils parlent un patois, donc ils emploient la langue des gens, mais ce n'est pas une conscience linguistique qu'on a connue chez certains Gascons, par exemple, 2 siècles auparavant. Il n'y a pas cette conscience. Mais il y a une création, et une création chez les Jacobins. Quand on voit que le jacobinisme, maintenant, c'est ce qui s'oppose à nos langues, à l'époque, que ce soit à Limoges, notamment avec l'exemple de Jean Foucault, qui a été un ardent révolutionnaire, vraiment un robespierriste, un terroriste, comme on les appelait à l'époque, la terreur, c'est de là que vient le mot terroriste. Et puis une personnalité comme Joseph Anne Vial à Tulle, qui est aussi un jacobin bondin. Ces gens-là font œuvre en Limousin, écrivent des chansons, et notamment des chansons parfois révolutionnaires, de résistance plus ou moins larvée à l'Empire pour ce qui est de Foucault, mais franchement révolutionnaire pour ce qui est de Vial. Et puis il y a d'autres personnes, il y a Jean-Baptiste Cesson, il y a Trompillon, Léonard Trompillon, qui est boulanger à Limoges et qui fait des chansons aussi. Alors ça vaut ce que ça vaut. Pour ce qui est de Foucault, qui a traduit aussi à cette époque-là, enfin sous l'Empire, les fables de La Fontaine, c'est une belle œuvre. Les chansons de Richard, certaines sont restées populaires très longtemps, comme Loussa Bretagne et tout ça, Lu Rouge à Zardinir, ça se chantait, Loussa Bretagne, Verdi, Lazer, c'était encore populaire il y a 30 ou 40 ans. Donc ça a tenu le coup. Ça a même été mis dans des recueils, souvent passant pour qu'on croyait une chanson traditionnelle. Et puis au début du 19e, il va y avoir la redécouverte du Moyen-Âge et de sa littérature. C'est l'époque, c'est en fait le romantisme qui va nous valoir ça. Et dès la fin de l'Empire, dès la première restauration, des gens comme Renoir, ceux qu'on appelle les philologues, se créent bien vite des sociétés d'antiquaires, ce qu'on appelle après des sociétés historiques et archéologiques, on les appelle les antiquaires. L'antiquaire, c'est celui qui s'occupe d'antiquité et non pas qui en vend à cette époque-là. Il va y avoir une découverte de la langue, notamment Renoir va publier une anthologie des troubadours dès les années 20-30, et puis aussi un lexique roman. Donc on va être en mesure de réinvestir cette ancienne création troubadouresque et peut-être de penser à l'avenir, ce qui sera fait dès 1854 avec la création du Félibrige par Mistral et quelques autres. Mais déjà, en 1846, il y avait un homme dont il faut parler, il était de Digne, c'est le docteur Honorat. Cet homme-là a fait un travail extraordinaire, il nous a publié le premier dictionnaire occitan moderne et presque dans la graphie des troubadours. On se demande pourquoi Mistral n'a pas suivi son exemple. Ça n'a pas été le cas, donc cette langue redécouverte, il fallait lui trouver une graphie parce que jusque-là, depuis l'interdiction de François Ier, on n'écrivait plus du tout la langue, donc l'écriture, l'orthographe s'en était perdue, et les gens qui écrivaient avec la phonétique française, chacun à sa manière, au mieux ou au pire qu'il pouvait. C'était illisible pour qui était à de 20 km d'ici. Il n'y avait aucune unité graphique. Et donc les gens qui ont voulu cette respelide, c'est le mot qu'a trouvé Mistral pour dire cette renaissance en quelque sorte de la langue, il a fallu d'abord se recréer une graphie qui... Alors bon, le travail a été fait petit à petit, Mistral ne l'a pas fait parce qu'il était sous l'influence de Roumanie, qui était un provençaliste plus qu'un occitaniste, alors que Mistral avait une vision pan-occitane, son dictionnaire, le trésor du riche, l'a bien montré, il prend en compte tous les dialectes. Mais ce n'était pas le cas de ses amis provençalistes, et donc il n'est pas allé au bout des choses, mais quelqu'un a commencé à faire ce travail, et c'est un Limousin, à partir des années 1870-80, c'est l'abbé Joseph Roux de Tulle,
qui a commencé lui à revenir. D'ailleurs, il y a une correspondance avec Mistral où il dit qu'il faut à tout prix revenir au texte ancien, et Mistral qui lui dit oui, vous avez raison, il faudra le faire. Et il le fait, il est suivi par des Languedociens, Père Bosc et Estieux, et petit à petit, on va arriver à cette graphie qui est la nôtre aujourd'hui, que tous les gens qui sont autour de là, pratiquement tous les jours, tous les gens qui écrivent en occitan aujourd'hui, notamment en limousin, ont adopté, c'est-à-dire cette graphie, la graphie qu'on appelle occitane, la graphie classique. Alors, donc après, autour de Joseph Fuchs, qui crée en 92 la revue Limousin, qui affirme le félibrige limousin, il va y avoir une pléiade d'auteurs de qualité ou moins de qualité, mais en tout cas, alors Joseph Fuchs, lui, donc, va publier une grammaire limousine en 1894. C'est vraiment là qu'on voit les principes de cette nouvelle écriture et de cette dignité de la langue, car il s'agit de redonner dignité à une langue qu'il avait perdue. Alors, c'est vraiment de la grande littérature qui se regarde faire de la littérature. Hein. Alors, il y a les deux. Dans ces faits libres, il y a ceux qui sont très sérieux, et puis il y a les gnorlaires et les perchèches-clafards pour rigoler, quoi. Il n'y a pas de moyen terme, quoi. Soit on est dans le sérieux comme un pape, soit on est dans la gaudriole comme un moine. Voilà, dans cette nouvelle religion, il y a ces deux tendances. Alors, je vous cite les noms ne manquent pas, quoi. Hein. Vous avez de toute cette pléiade hein, qui écrivent plus ou moins dans toutes les graphies, parce que ce qui se passe à Tulle ne se généralise pas à l'ensemble du dialectal. Hein. Limousin. L'ensemble dialectal, c'est le Haut-Limousin, le Bas-Limousin, la Marche et le Périgord. Voilà, c'est ça. Ça dépasse le Limousin historique ou administratif. Alors, je cite les noms parce qu'il y a Aimé Jardry avec ses histoires de Champaliment. Là, c'est dans le nom trôné. Il y a François Gravier à Ussel, qui est le fait libre rouge, parce que républicain, alors que l'abbé Joseph Fuchs est plutôt réactionnaire, qui fait des chansons. Il y a Maribol, je mélange tout, il y a 70 ans de création, là, hein, si vous voulez. Maribol, c'est des contes dans la Creuse. Il y a Joseph Massabro, bien connu à cause de la brillance, je dis à cause de la brillance. Il a publié 3 recueils de chansons, donc c'est un auteur important. Et la brillance, pour moi, est une des choses les plus mauvaises qu'il ait faites, mais il a fait des chansons qui étaient notamment d'opposition à l'Empire, qui étaient assez courageuses, car c'était un républicain sous le Second Empire. Alors, nous avons Marguerite Priolo, qui a publié 2 recueils de contes dans une graphie et dans une langue très classique, Retrouver des troubadours. Donc elle était de la région de Brive. Il y a Auguste Chastanet en Périgord. Il y a Eusèbe Bombal à Argentat qui a fait tout un tas, qui était un érudit aussi, qui a fait pas mal de textes, des études diverses, du théâtre avec Marguerite Jeunesse, une autre femme. Marcelin Cazes qui a fait des fables, Alfred Marpillat, c'était plutôt le genre Niorle en vers, Robert Benoît, c'était surtout un auteur de théâtre en Périgord, Édouard Chollet dit Lingabiao, dont on connaît bien les Niorles, qui était très populaire, Pierre Charbonnier dit Père Edofaure, qui avait créé Limoges illustré et qui faisait des chansons, Léon Déralde, qui a fait pas mal de textes, de poèmes, et qui a aussi fait un dictionnaire qui a été publié en 68, si ma mémoire est bonne, par Maurice Robert. Léon Blanchet, qui était musicien, qui a fait des chansons, les chansons gaillardes. Édouard Mazin aussi, qui a fait surtout des poèmes un peu sérieux, etc. Jean Guichard en Périgord, donc on a parlé de Joseph Fuchs. Il y a René Farnier à Limoges, qui a fait du théâtre, qui n'est pas sans intérêt entre les deux guerres, qui était très joué dans les Félibrés, justement. Chaque année, à la Félibrée limousine, à la Félibrésade, il y avait une pièce de René Farnier. Il y a l'équivalent en Périgord, c'est Marcel Fournier, qui a fait aussi pas mal de théâtre. Nous avons André Champarneau au Tic-Tac d'Aumouli aussi en Périgord, beaucoup de chansons, de petites scénettes, de poèmes. François Gane et Léon Mérigot dans le Haut-Limousin. Et alors on va arriver à Émile Ruchot, qui était médecin à Limoges, qui a fait ma foi des poèmes qui sont assez intéressants dans une bien bonne langue.
Et il y a Jean Rebier, bien sûr, à Limoges, qui est mort bien après la guerre, hein, lui après la Seconde Guerre, qui a fait des chansons qui sont connues comme La Zerbe et tout ça, qui étaient vraiment chantées comme des chansons traditionnelles. Et puis il y a Jean-Baptiste Chaise, qui est sans doute un poète d'une plus grande tenue, qui a fait de très beaux poèmes, comme ce poème au loup que je chante parce que j'ai tellement aimé ce poème que je l'ai mis en musique. Il y a surtout les deux grands poètes de l'entre-deux-guerres, si on peut dire, c'est Albert Pestour, qui est une espèce de lyrique doux, et puis surtout le grand Paul-Louis Grenier, qui était du nord de la zone linguistique de Chambon-sur-Voueize, à la limite entre le Limousin et l'Auvergnat, et qui a fait une œuvre tout à fait magnifique, une grande œuvre d'ailleurs, qui a inspiré pas mal de gens après lui. Alors, il faut que j'aille assez vite, mais il y a tellement de choses. Alors ensuite, les continuateurs, donc Grenier, il a suscité de la poésie chez Amédée Caria, qui a été un grand érudit, qui a publié notamment un dictionnaire bio-bibliographique des auteurs de la Creuse, qui est tout à fait remarquable, qui est la somme d'une vie. C'est un type tout à fait exceptionnel, Amédée Caria. Il avait publié donc un recueil de poèmes, et il m'avait dit, mais la poésie et la langue d'oc s'en remettront. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, et il avait tort de dire ça parce que sa poésie n'était pas si mal que ça. Donc c'était un disciple de Grenier, de même que Jean Mouzat, bon poète aussi de Collonges, du sud, donc du bas Limousin, lui à l'opposé, qui aussi a été un bon poète et qui était un disciple de Grenier. Alors, par contre, notre ami Pestour, son disciple, si on peut dire, ça serait plutôt Roger Ténez, un autre poète de la région de Brive. Et puis aussi, déjà entre deux guerres, mais après, il y a un auteur tout à fait exceptionnel, c'est un auteur de théâtre qui était du Zerche, c'est Antoine Dubernard, qui a écrit 8 pièces, certaines avant la guerre, pendant la guerre et juste après la guerre. Et c'est un théâtre que je voudrais bien monter, je ne sais comment, parce que c'est un théâtre très noir. C'est la zone à la campagne, quoi. C'est le lumpen prolétariat à la campagne. Il était passionné par tout ce qui était pénal. Il avait prévu plein de réformes du code pénal et il était passionné par ça. Donc son théâtre est plein d'inceste, de tout ce que vous voulez, de parricide, enfin tout ce que vous voulez est dans son théâtre. C'est très noir et c'est magnifique. Et il y a toujours une lueur là-dedans et c'est une langue et aussi des trouvailles théâtrales vraiment de première force. Et ça mériterait bien d'être joué. Alors ça c'était avant-hier. Hier, qui est-ce qu'il y avait? Il y avait André Dexé, Panazo, qui était bien connu par ses émissions à la radio, mais qui a écrit qui a donné à la Niort ce genre plaisant des lettres de noblesse, on peut dire. Il y a eu Suzanne Dumas, qui a écrit 2 recueils, notamment les contes Lo Conte Pedro de la Catarina do Pum, qui sont magnifiques, qui sont vraiment de belles choses, quoi. Ce sont des contes traditionnels ou des espèces de chroniques, mais elle avait le sens de la langue et c'était bienvenu. Il y a le grand Pierre Lallet qui nous a donné une œuvre flamboyante, notamment avec L'Arbre échoulé. Il était de Château-Chervy. C'est vraiment un grand styliste, Pierre Lallet. La langue, là, est en magnificence. C'est un feu d'artifice. Il y a, dans le même esprit, pas dans le même esprit, mais avec la même qualité, Jean-Pierre Lafont, venu très tard à l'écriture, qui était à la retraite, comme souvent les gens, tout d'un coup, eh bien, ils se retrouvent devant leur langue, devant la mémoire de la langue, et il a écrit le Mahabharata Genau, c'est-à-dire, c'est une espèce il refait vivre la commune de Laguenne, à côté de Tulle, mais dans toute sa splendeur légendaire, historique, de chronique, etc. On ne sait jamais où on est, on ne sait jamais dans quelle réalité on est. Ce type se met à écrire dans sa langue et cette écriture se nourrit d'elle-même. Il est lancé dans un grand mouvement, il n'y a qu'une chose qui peut l'arrêter et qui l'arrêtera, c'est la mort. Et il nous donne une œuvre extraordinaire, vraiment. Je vous conseille de lire ça, c'est une merveille. Il y a tout à fait à part aussi le père René Gabriel Pujos, qui était un moine franciscain et qui a fait une œuvre chrétienne en Limousin, ce qui est quand même très rare, parce qu'il lui a fallu trouver
une langue pour exprimer ces choses-là, qui avait été exprimée il y a quelques siècles, mais pas à sa manière. Et il a tenu son journal qui a été publié, enfin moitié journal, moitié mémoire. Il a écrit toute une... Alors il disait ça, c'est ma théologie. Il a écrit toute une étude sur la Sainte Trinité en limousin, qui est inédite. Il a écrit aussi un catéchisme populaire. Alors son idée au Père Pujos, c'était de redonner ou de donner le peuple limousin au christianisme. Quoi. Voilà. Et puis il s'est bien rendu compte qu'il ne donnerait rien du tout. Mais il y a 4 cahiers, dont un publié, qui sont vraiment intéressants parce que c'est bien un des rares exemples où quelqu'un parle de sa religion chrétienne dans cette langue. Et de façon, avec une conscience occitane et d'une grande qualité. Vous pouvez lire son journal du Médudé, son journal d'un frère mineur franciscain, c'est très très bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qui est morte il n'y a pas bien longtemps, elle a juste fait un recueil de souvenirs avec des beaux petits dessins, c'est Colette Vial-Mariota, qui était de Verbourg-Ganeuf. Nous avons Roland Berland, qui était un bon romancier, qui nous a donné des nouvelles et 2 bons romans, dont le premier est vraiment très, très bien, Loulou chez Galanoche. Voilà, il est mort il y a peu de temps. Je ne vous parlerai pas de la grande Marcel Delpas, on en a parlé tellement, mais on en reparlera dans cette bibliothèque, puisqu'il y a le fond Delpas qui est là. Elle, c'est le monument indépassable, insurpassable, pour moi, même au-delà de ce qu'ont fait de mieux les troubadours. Je la mets au-dessus de tout. Et puis, il faudrait faire mention, avant de passer à aujourd'hui, de Gisèle Chrétien. J'espère que je n'ai pas été trop long. Gisèle Chrétien, qui nous a quittés bien jeunes dans des circonstances dramatiques dont on ne parlera pas, et qui, simplement par ce récit qui s'appelle Une vieille Jean Limouji de la Jornada 50, était de grandes promesses littéraires. Elle avait écrit d'autres petits textes. C'était quelqu'un de tout à fait étonnant, qui était professeur de grec ancien, qui avait fait des recherches, naturellement, sur les relations qu'il pouvait y avoir entre la culture de ces Grecs-là et la culture traditionnelle du Limousin. Et notamment, elle avait publié un article bien intéressant sur les chansons de quête dans la Grèce ancienne, qui était très proche de nos chansons de Pâques. Voilà. Alors j'en ai fini avec... j'ai quand même pas mis trop longtemps pour 8 siècles. Bon, ça va. Alors aujourd'hui, nous avons une vingtaine d'auteurs qui ont publié, j'avais dit dans ma présentation, qui ont publié au moins un recueil de conséquences. Un recueil, quoi. Voilà, pour être qualifié d'auteur. Parce que bien sûr, on peut avoir écrit 10 lignes ou tout ça, un petit truc, bon. Où commence l'auteur, où finit-il? Alors, nous avons la Zambette Bosetti, qui a écrit surtout des portraits d'artisans, et puis une pièce de théâtre qui s'appelait Lutin de la Barbeja. Il y a Bénédicte Bonnet qui a écrit 4 petits recueils de poésie qui est dans la salle. Il y a Nadine Bourgès qui aussi a écrit un recueil, qui est aussi là. Nous avons le plaisir d'avoir pas mal d'auteurs. Il y a dans la famille Chadeuil Cécile qui a écrit un recueil de poésie. On espère que ses promesses seront tenues. Et surtout le papa, Michel, que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus, parce que c'est un auteur majeur du Limousin, par sa poésie, par ses chroniques, par son dictionnaire philosophique, une tempervio, par son onirologie, parce que c'est un grand analyste de ses propres rêves, par ses romans, notamment Détingentin, La Seconda Lune, qui sont des romans destructeurs de la structure romanesque habituelle. C'est pas du tout comme chez Roland Berland, par exemple, qui est de facture très classique. Chadeuil bouleverse les choses, et ça devait être un triptyque. Il doit y avoir la suite de tout ça qui s'appelle... il a le titre depuis 30 ans, il ne reste plus qu'à l'écrire. Ça s'appelle Un pas di mia piada, un pas dans ma trace. Peut-être que c'est le pas lui-même qui repasse dans la même trace, je n'en sais rien. Voilà, donc Chadeuil qui a travaillé sur beaucoup de choses, sur les proverbes, etc. Nous avons Dominique de Comte qui a publié 2 recueils de poésie. Nous avons Yves Lavalade qui est connu surtout comme linguiste, mais qui a aussi écrit des chroniques, de la poésie, qui a créé des sortes de proverbes.
Nous avons, qui est bien, parce qu'il n'habite pas dans la région, qu'on connaît peu, mais c'est Michel-François Lavore, qui habite à côté de Nantes, qui a écrit un seul recueil qui est sans arrêt remanié, qui s'appelle Aubiat. Aubiat, c'est le village de la commune, je crois que c'est la Gléjole, comme Yves Dunton, qui est originaire, en tout cas de vers là-bas. Donc ce village de la commune s'appelle Aubiat, et donc il parle sans arrêt. C'est une très belle poésie qui a été publiée dans son ensemble par Jean-Pierre Puyat, par la revue Trace. Nous avons le Jean-Pierre Rédy, qui est là aussi parmi nous, on est bien content, qui a commencé par un recueil de souvenirs, Villazalais. Villazalais, c'était son village de naissance, de jeunesse, et puis depuis il a écrit des chroniques, et puis il s'est mis à la traduction. On parlera du problème de la traduction tout à l'heure. Il vient de faire une magnifique traduction de La fille du capitaine de Pouchkine, donc directement du russe, car il connaît l'anglais et il connaît le russe, et cette traduction est magnifique. Elle sera éditée à la fin de l'hiver par mes soins. Alors, qui d'autre? Il y a Jean-Claude Roulet, qui a une poésie assez particulière. On connaît Flour, on connaît Augeus, des Augeus de fantaisie, des Flours de fantaisie. Roulet, qui est un grand lecteur, il est tellement grand lecteur qu'il sera chassé de sa maison par ses livres un jour, dit « J'écris ce que je ne lis nulle part ». Mais c'est peut-être ce que chacun fait. Il y a Estève Roux, le fils de Jean Roux, qui est un personnage de Ribera qui a fait énormément de travail sur les textes anciens, notamment sur les textes de la ville de Périgueux. Et bien son fils nous a donné un recueil de nouvelles, Loupon, qui est de très belle venue, et vient de publier un petit roman qui s'appelle Une lunza convalescentia, qui est quelque chose d'assez kafkaïen, pas d'assez, de très kafkaïen. C'est quelqu'un qui s'en va dans un hôpital et il ne ressortira pas, mais les gens ne ressortent jamais de cet hôpital. C'est assez prenant. Ça m'a fait penser à une des premières nouvelles de Jean Gagnère, Samba Trenton. Alors voilà, et alors j'en arrive à ceux qui sont là quand même. Alors je vais me mettre avec eux. Alors, bien sûr, au pays des fins amours et des courtésies, on va commencer par la dame, Monique Sarrazy. Donc, Monique Sarrazy. Alors, c'est très marrant, je leur avais demandé une notice biographique, rien qu'à voir les notices biographiques des gens qui sont tellement différentes de la manière dont ils envisagent la question, ça en dit beaucoup sur ce qu'ils sont. C'est très étonnant. Bon, enfin, la Monique Sarrazy, comme beaucoup de gens, elle est venue à sa langue à la retraite. Hein. Cette langue, elle n'avait toujours pas entendue, sinon parlé, toujours entendu parler. Et puis un beau jour, elle s'est occitanisée. Après avoir eu une carrière plutôt, alors là, qui ne la prédisposait pas du tout à ça. Elle a travaillé comme secrétaire, puis même secrétaire de direction à la Chambre de commerce et d'industrie du Limousin, Poitou-Charentes. Ensuite, elle a fait de la formation en secrétariat. C'est une femme qui tape à la machine plus vite que son ombre, et à l'époque où on prenait en dactylo, elle allait encore plus vite que les gens ne parlaient. Et donc un beau jour, elle a été allée voir du côté de l'Occitan, qui était son patois finalement, mais avec une écriture, etc., ce qu'elle n'avait pas soupçonné pendant très longtemps. Et elle s'est mise à écrire. Elle a écrit des souvenirs sur sa tante, la Lijou d'Opéra, la Chemane de la Lijou, qui raconte surtout les repas de la semaine, parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on va faire comme repas chaque jour? Il faut changer, etc. Et c'était remarquable, c'était si remarquable que je l'ai publié. Et elle vient de sortir 8 portraits de personnages qu'elle a connus. Enfin, souvent, ce sont des synthèses de plusieurs personnes.
elle a l'art de camper les gens, elle a l'art de raconter les histoires. C'est une narratrice née, mais c'est ça, quand on lit ça, on dit, mais c'est exactement, on les connaît, on les a connus, on les connaît tous, on les a dans notre entourage, on les a connus ces gens-là. On va mettre un nom qui ne sera peut-être pas celui qu'elle a mis, elle, qui avait derrière, mais en tout cas, ils sont tellement... C'est exactement, puisqu'elle est de Vic, comme quand on regarde les santons, l'Aubarzier, la Vic, les santons de la crèche de Vic, on les regarde, on dit, mais on les connaît, ça c'est l'oncle machin, ça, et c'est exactement la même chose. Voilà. Alors je vais lui demander, parce qu'on avait dit que les gens se présenteraient en lisant un peu de leur texte, justement, pour qu'on entende un peu les accents divers et la manière de décrire des gens qui sont là. Donc je vais lui demander de nous lire un peu de... Non, ça marche ou ça marche pas? Normalement, ça marche. Si, ça marche. Bon, eh bien, je vais vous parler de... Merci, t'es un père pour moi. Hein? Non, Corinna. Oui, Corinna. Bon, ils sont... Hein, c'est pas souvent que j'ai des mecs comme ça autour de moi qui s'occupent de moi. Bon, eh ben, je vais vous parler de Jean 12 degrés. Jean est rio de lave et buceiru, d'autres come des bras, que des peignes. Nave ante le lieu de travail, grand, crâne, valiem, trouva toujours chez l'usa per coqueme, coca chemana, qui tamam per nos jornado. Soio pas a me marida, qu'era que non io jamais trouvé un sejo, ou l'utem, ou voleur io trop méfiu, trop timide. Ove que chomai la ia popina, d'una que la io trouba sur l'utar, et que son nom me morigué quand l'upiti io ma 12 ans. Chotun. Chomai. Demorava come ello di no pito baticolo di lo renvers do bourg. Lo grande pescio, lo saminado, no grande taulo, no comodo, un relose, l'oulier di un quem. Chez Durmiozu la raleta. Et rien parissait chez Gur. Mais quand on a un varzier bien travaillé, nos sabres d'un petit coup d'air, quatre époulas et très lapim, que belle même supérieure. Et rien euro tout doux. L'homme a été l'homme et joue à la même propre, qu'auria pug minza per terre. Que rien pito fenno, que la zoio tout empedurchado. A mesure misutavo. Un bouchi de peau en grescia de frumase que fugiu l'ula de lo sabro, ou coque vignou, coque pe de purrado a lo gru de chau, et un mode de déchets, no pumo que racchiava un chuncouteux, cojo que ria eberlado, et lo podio pas crogna. La vagiam pagaire, dit le bourg, nous manquons d'avoir sa tâche un peu à le boulanger. Se plantava pas platucha comme l'autre fenna, ma trouvava toujours coqueret des plages dire avant de chantourner mes joues. Lu tantôt, quand io piala sous légumes, mettu le choupeau cuire et doucement, davalava des chanteaux cementeri. On avait dit le varzier, rassa coque piau d'herbe. Quand tornava, si cicchiava sur pitacelle e brussava. Della società, un zile, un cassona, de la mita, a fait tout ce qu'il faisait au métier à Chunzam per pas vivre l'hiver. Ah, Chunzam. Les péraves et chério content, un tournamejo, de sentir le bon fumé de le chou pour que yo mettu de trempa di le choupier. Voilà, alors le Jean 12 degrés, bien sûr, sa mère va mourir un jour et ça va être la désolation parce que la maison n'est plus tenue par personne. Il se retrouve seul et petit à petit, ça va être la déchéance. Un beau texte. Bon, alors per le moment, la leçonti, la Monica Charavgi, vont parler de Zanganiere qui écoute, que l'homme est que viejo de Chalinetta, viejo au plafond. Jean Gagnère, alors Jean Gagnère, c'est lui. J'ai aussi choisi les invités pour qu'on ait un peu tout le panel des choses, des possibilités. Alors lui, c'est son parcours
il a fait des études de médecine et bon, ce qui devait arriver est arrivé. Il est devenu médecin de campagne. Et un médecin de campagne, c'est pas rien parce que c'est sans doute la seule personne qui rentre dans la chambre des gens. Dans la tradition, on ne rentre jamais dans la chambre des gens. On peut rentrer dans la pièce commune, mais on ne rentre pas dans la chambre. Ce qui est troublant, on rentre dans la chambre des gens quand ils sont morts. Vertira legorelli. Mais les médecins, eux, rentrent dans la chambre, dans l'intime des gens, et ils en voient des choses. Et lui, il a découvert en s'installant, justement, il a qu'une de ses identités, dit-il, parce qu'on a plusieurs identités, c'était cette identité occitane. Il s'est rendu compte de la nécessité pour lui d'écrire, et d'écrire dans cette langue, sous sa forme dialectale, limousine. Il était à Bourdeil, en Périgord, juste après Brantôme. Et donc, lui, il a eu quelque chose de particulier. D'abord, c'est un romancier, nouvelliste et romancier, c'est pas un poète. Il est dans la prose, et il y a beaucoup plus en occitan, depuis le début des temps, de poètes, et souvent d'ailleurs de mauvais poètes, que de bons prosateurs. Il y a peu de prosateurs, il y a eu surtout de la poésie. C'est une langue qui se claironne facilement. La Marcel Delpastre disait, quand je fais de la poésie en français, je suis obligé de tirer sur cette pauvre langue qui ne sonne pas, ce pauvre français. Le limousin, il faut mettre là, au contraire, il faut le mettre sur le boisseau tellement qu'il claironne. Alors bon, ça fait des mauvais poètes, que Chiaroun a dit. Eh bien, le genre, lui, il a commencé par des nouvelles, justement assez fantastiques, assez violents, assez angoissés. Et puis après, il s'est pris à revisiter tous les genres populaires, justement. Donc ça nous a donné roman historique, roman de KPDP, et puis il est arrivé au polar. Il a créé un commissaire plus vrai que nature, Bernard Guillen, qui est un fils de l'assistance, et dont la mère, elle a fait plus que l'adopter, quoi. C'est une merveille, cette mère du commissaire. Et là, alors il publie, il en est à une dizaine de romans ou recueils de nouvelles. Et alors de ce d'Arnaud William, il nous annonce qu'il y en a encore 3, et il est en train de créer, il a créé un nouveau personnage, un détective privé, et nous dit-il, il va retourner un peu à sa source fantastique, puisque ce détective qui s'appelle Cahuzac va notamment enquêter dans un poème de Rimbaud. Moi, ça promet, pour ça, je suis impatient de lire ce que va nous faire le Jean Gallien. Voilà, donc les mémoires, plutôt, les souvenirs de la Monique, et puis le Jean, lui, c'est le romancier, et les gens populaires à qui il donne des lettres de noblesse. Alors je lui demande de nous lire un petit extrait de sa prose. Tu ne seras pas étonné si c'est un extrait sombre. Alors c'est effectivement, j'ai changé de style et de genre